Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Tigin Talk sur Maghreb TV. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Riluc. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes artiste belge, vous êtes surtout connu pour être l'auteur de la série de bande dessinée Le Chat. Absolument. Et pour les plus âgés, pour avoir été l'animateur de Lollipop, parce que quand je suis rentré en studio, il y a un de vos collaborateurs qui m'a dit « Ah, Lollipop, c'est toute mon enfance ». Et c'est vrai que j'ai une relation avec toute la communauté marocaine à travers ces émissions pour enfants, parce que beaucoup de gens regardaient. À l'époque, on n'avait que la RTBF à la télé, et donc Lollipop fait partie de la vie de beaucoup de monde. J'allais continuer votre modeste présentation, en tout cas ce que j'allais faire. Vous avez également participé à plusieurs émissions télévisées et radiophoniques en tant que chroniqueur en France et en Belgique. Donc, est-ce que vous nous expliquez du côté belge, mais vous êtes surtout connu aussi pour être chroniqueur, animateur télé en France, chez Ruquier notamment. Voilà, chez Ruquier, chez Drucker. Pendant une dizaine d'années, j'ai effectivement beaucoup fait l'aller-retour entre Paris et Bruxelles pour aller faire les émissions là-bas. Mais j'ai toujours vécu en Belgique. Beaucoup de gens pensaient, comme ils voyaient sur des plateaux français, ils disaient, mais il vit à Paris, truc. Non. Toujours vécu en Belgique. C'est à Bruxelles que je suis né. Et c'est ici que je vis et que j'ai ma vie. Mais voilà, effectivement, j'ai fait ça pendant longtemps aussi. On vous présente dans cette émission, je ne sais pas si on va voir la bande qui vous présente en tant que dessinateur, mais vous êtes un artiste complet. Vous êtes humoriste, scénariste, acteur, comédien. J'ai été comédien, oui, dans une première vie. J'ai été, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, écrivain, j'ai publié des livres, si on veut. Animateur télé, radio, etc. Donc j'ai touché à beaucoup de choses, mais disons que mon principal métier, c'est dessinateur. C'est à ce métier-là que je consacre le plus de temps. C'est Le Chat qui est le héros de mes aventures. Et je ne suis pas un dessinateur journaliste, parce que je ne suis pas journaliste. Je suis un artiste, peintre, dessinateur, si on veut. Alors, dessinateur, artiste, c'est peut-être la raison de cette émission. C'est pour faire un peu le lien avec ce qui s'est passé à Paris. Terrible, hein, l'attentat terroriste de Charlie Hebdo. Évidemment, ça a été un coup de tonnerre. Dans ma vie, dans cette journée calamiteuse du 7 janvier, j'ai appris comme ça, en quelques minutes, l'attentat, les assassinats de plusieurs camarades à moi, des collègues, des amis pour certains, et ça a choqué tout le monde. Mais moi, à 2 titres supplémentaires, celui de l'ami et du collègue. Et donc, c'est invraisemblable, c'est odieux, c'est inadmissible que dans un pays en paix, puisse se passer une chose aussi horrible, aussi disproportionnée. On va parler de ce qui s'est passé, mais on va aussi parler avec vous, à travers votre expérience, pour connaître votre point de vue sur si on peut rire de tout, sur la liberté d'expression, etc. Mais avant cela, peut-être on va voir l'hommage que vous avez rendu à votre façon à Charlie Hebdo après les attentats, si vous pouvez le commenter. Alors ça, c'est le dessin que j'ai fait le jour même, en apprenant la nouvelle. Vous savez, j'ai été assailli de coups de fil, de radio, de télé qui me demandaient des commentaires. J'étais abasourdi, je comprenais. Et j'ai tout de suite pensé que le 7 janvier était un petit peu l'équivalent pour notre profession du 11 septembre à New York. Et donc j'ai dessiné 2 crayons. On voit le nuage de fumée, comme si le premier avion avait déjà touché une des 2 tours. Faites le lien avec les 2 tours jumelles de New York. Est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que ce n'est pas trop exagéré, à votre avis ? Moi, je crois que c'est l'attentat, ce sont les assassinats qui sont surtout exagérés. Et que la réaction que j'ai eue, c'est une réaction que j'ai eue à chaud. C'est le premier dessin que j'ai eu envie de faire parce que je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il n'y a pas autant de morts, il n'y a pas autant, voilà, c'est pas les États-Unis, etc. Mais c'est une attaque surprise et on s'attaque à un symbole. On enlève des vies humaines, ce qui est inacceptable, je crois, pour tous les êtres civilisés de la planète. On ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. Donc on attaque des vies humaines, bien sûr beaucoup plus, 3000 du côté du 11 septembre et 17 le jour dans la semaine des attentats à Paris. Mais surtout, on a visé un symbole. Et le symbole, c'est Charlie Hebdo, qui est un journal satirique, ne l'oublions pas, c'est pas la presse généraliste, c'est un journal satirique qui allait très très fort dans la caricature, dans la critique de toutes les religions, de tous les pouvoirs. Et
au-delà des hommes qu'on a tués, c'est le symbole qu'on a voulu toucher. On a voulu décapiter un journal, on a voulu attaquer la presse, qui est un petit peu, si vous voulez, la tête de pont de la liberté d'expression en France. Alors certains disaient, beaucoup, par solidarité avec les journalistes de Charlie Hebdo et avec les autres victimes bien sûr, disaient on est Charlie. D'autres disaient on n'est pas Charlie mais on n'est pas terroriste non plus. Est-ce que vous comprenez la nuance? Bien sûr. Alors moi depuis cette tragédie, j'ai d'abord après ça été extrêmement meurtri dans ma tête, dans mon cœur. J'ai pleuré pendant des jours, j'ai essayé de comprendre, non pas d'expliquer, de trouver les explications. Alors pourquoi? Moi j'ai dit évidemment, le chat a dit je suis Charlie, évidemment c'était le premier réflexe de dire, lorsque des frères tombent, on est forcément avec eux. On est dans le chagrin, dans le deuil, etc. Ensuite j'ai beaucoup réfléchi, et notamment à certains dessins qu'ils avaient faits, à la fatwa qui avait été mise sur la tête de Charb, et Charb, le dessinateur victime, principal, qui était directeur du journal, et à au nouveau dessin de la une du nouveau Charlie Hebdo des survivants, représentant de nouveau Mahomet à la une. En fait, ma démarche à moi, et bien sûr, je pense qu'on est dans un pays de liberté d'expression, en France, en Belgique. C'est quelque chose qu'on a conquis à travers les siècles, parce qu'il y a 500 ans, il y avait l'Inquisition. L'Église catholique brûlait sur les places publiques les gens qui faisaient un pas de travers. Des gens comme Charlie, des gens comme moi, à l'époque, on aurait été coupés en petits morceaux par l'Inquisition. Et puis, l'histoire a progressé, les siècles se sont suivis. Il y a eu la Révolution française, le siècle des Lumières, et puis la liberté du XXe siècle, et puis mai 68, etc. Et tout ça est une longue évolution pour arriver à ce qu'on appelle la liberté d'expression. Moi, je trouve qu'il faut faire très attention, parce que la liberté, j'ai envie qu'elle soit totale. Mais la liberté s'arrête aussi où commence celle des autres. Et si je pense qu'on peut parler de tout, on va dire dans un instant, est-ce qu'on peut rire de tout? On doit pouvoir parler de tout en liberté. Mais je pense qu'on doit le faire avec responsabilité et dans le respect des autres. Et particulièrement des gens d'une autre culture ou d'une autre religion. J'ai fait beaucoup de dessins sur la religion catholique, parce que c'est la religion de mes ancêtres, de ma famille, de mon pays. On m'a toujours demandé, mais tiens, vous ne faites pas des dessins sur l'islam, etc. J'ai dit non, parce que je trouve que c'est une autre culture. Je dois faire très attention. Je ne connais pas assez cette culture que pour me permettre de faire de l'humour. J'ai fait des dessins sur le cerveau, mais il y a une chose que je trouve qu'il ne faut pas faire. C'est le tabou absolu pour les musulmans, c'est représenter leur prophète. Nous, qu'on soit athée, catholique, d'une autre religion, on ne voit pas où est le problème, mais les musulmans le voient. Et je n'ai pas envie de blesser la majorité des musulmans qui sont pacifiques, qui sont de braves gens, qui sont des citoyens, des frères, nous vivons dans le même pays, en paix, en bonne harmonie. Pourquoi, de quel droit, pour la liberté d'expression, j'irais les blesser, les insulter dans ce qu'ils ont de plus sacré? Pour quel but, vous voulez dire? Oui. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Voilà. C'est ça. Alors, je sais que les dessinateurs de Charlie Hebdo, leur intention était de critiquer les intégristes, les extrémistes, les pouvoirs odieux qui découlent d'une dérive de la religion, mais pas d'insulter les musulmans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces caricatures? C'est que les musulmans se sentent offensés, sont simplement tristes et donc n'ont pas envie de dire « je suis Charlie ». Parce que Charlie dessine le prophète et pour moi c'est un tabou absolu. Si Philippe Khéluk était dans la rédaction de Charlie Hebdo, moi j'aurais demandé, d'abord j'aurais pas aimé être là le jour de la tuerie évidemment, mais moi je leur en ai parlé. Et je dessine dans un autre journal qui s'appelle Ciné Mensuel ou Ciné Hebdo et qui n'a jamais fait ce genre de caricature. Et pourtant qui a fait du dessin très violent, très polémique, très politique. Mais je préfère rire avec les musulmans contre l'intégrisme que de rire des musulmans et vous comprenez? Donc c'est plutôt la démarche... Oui, je pense qu'on peut rire ensemble. Quand j'ai fait des dessins, j'ai dessiné... Ce que Charlie Hebdo n'a pas fait? Non, je veux dire, enfin,
Mais je ne veux pas justifier les assassinats. Pas peur, justement, dans ce climat où tout le monde est Charlie, qu'on vous critique parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas solidaire à 100% avec ce qu'a fait dessinateurs. Oui. C'est déjà voilà, de la politique rédactionnelle, on va dire, de Charlie Hebdo. C'est déjà arrivé, on me l'a déjà dit, je me suis fait démolir dans l'un ou l'autre journal ou sur l'un ou l'autre site parce qu'on dit... Qu'est-ce qu'on vous a reproché? On m'a reproché de dire « je suis Charlie, mais » ou bien « je suis pour la liberté d'expression, mais ». Mais je pense que ce « mais » est important, c'est-à-dire que je pense que la liberté d'expression implique une certaine responsabilité, surtout à l'heure où les moyens de communication sont planétaires. Il y a encore quelques dizaines d'années, vous étiez dans un journal satirique à Bruxelles, à Paris, à Copenhague, n'importe où. Vous aviez 20 000 lecteurs, 50 000 lecteurs, des gens avertis qui aimaient ce genre de dessin et qui lisaient ça, qui adoraient ça. Mais ces dessins ou ces journaux n'étaient pas diffusés mondialement. Maintenant, avec Internet, vous faites un dessin polémique, on le met sur Internet et un quart d'heure après, le monde entier l'a vu. Et si ce dessin est jugé offensant pour une communauté... Et les gens le reçoivent de manière brute. Il n'y a pas de démarche pédagogique, il n'y a pas d'explication. Pédagogie. Ça, c'est le mot que j'aime. Parce que j'aime le mot dialogue, j'aime le mot respect et j'aime le mot pédagogie. Parce que tout ça est une affaire de pédagogie. Alors, on est bien lancé dans cette discussion autour de la liberté d'expression. Ouais. Est-ce que Philippe Kriluc la voit totale ou pas? Donc, vous êtes en train de nous expliquer que... Je la vois le plus large possible. Le plus large possible. Je pense que, en fait, il suffit d'une chose. Regardez, j'ai fait des dessins sur la burqa. J'ai fait des dessins sur les... Alors, on va voir un dessin sur la burqa, comme ça, pour dire que vous critiquez, voilà. Si vous voilà, pouvez lire les talibans supportent assez mal qu'on prenne leur femme pour une boîte aux lettres. Bon, parce que visuellement, dans mon dessin... J'ai l'impression que voilà, ça en ressemble, on voit une boîte aux lettres. Bon, mais quelle était la démarche à travers ce dessin pour La démarche était de dire les talibans, qui sont quand même un petit peu des intégristes dans leur genre, on est d'accord, font une lecture de l'islam que je trouve rétrograde. Je trouve que le progrès, c'est d'aller vers l'égalité, vers la fraternité, vers l'égalité homme-femme, vers une liberté d'expression, vers un bien vivre ensemble. Ce n'est pas la démarche du taliban. Le taliban lit dans le Coran ce qu'il trouve de plus dur, de plus oppressant. Il ne veut pas qu'on fasse des études, il veut que surtout les filles ne peuvent pas faire d'études, elles ne peuvent pas faire certains métiers, elles doivent mettre la burqa. C'est, je trouve... Une interprétation très, très radicale. Absolument, c'est une interprétation radicale. Ce n'est pas ce que me disent beaucoup de musulmans, ce n'est pas ce que dit le Coran. On va voir un autre dessin avec un kamikaze, mais est-ce que vous riez? Vous riez avec le kamikaze ou je ne sais pas sur le kamikaze? Contre le kamikaze. Contre le kamikaze. Ouais, oui, le kamikaze. Je veux dire, moi, les gens violents comme ça, alors ça c'est dans mon dernier livre, les choses à ne pas dire. J'ai fait une série comme ça, il y avait, alors là c'était B à un kamikaze, alors ça boum. Bon. Je pense qu'avec un dessin comme ça, les musulmans ne sont pas offensés. Tous les musulmans avec qui j'ai parlé depuis le 7 janvier me disent qu'ils détestent l'intégrisme, les dérives de ces fous du Daesh, de l'État islamique, que c'est des terroristes, que ce ne sont pas des bons musulmans, qu'ils prennent des vies, ce qui est tout de même dans le Coran, qui est tabou aussi. Le Coran, je crois, vous ne me contredirez pas, dit si tu prends la vie d'un homme, tu tues toute l'humanité. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démarche de Philippe Kriluc plus pédagogique pour lutter contre le terrorisme, l'intégrisme, l'extrémisme, et une démarche peut-être plus provocatrice, plus radicale dans l'affrontement de Charlie Hebdo? Oui, bien sûr. Moi, j'essaye de rire avec des gens démocratiques, honnêtes, pacifiques, fraternels. Je pense qu'on peut rire ensemble. Mais la simple différence, alors je sais pas, on a choisi 2 dessins là, mais je pense qu'avec ces dessins-là, je peux parler avec des musulmans de Bruxelles, de Paris, de n'importe où. Alors, et on peut ensemble trouver ce dessin drôle parce qu'il dénonce les dérives et l'intégrisme. En 2013, vous publiez déjà un livre prémonitoire, Peut-on rire de tout? On va voir peut-être la cover. Ouais. Voilà. Peut-on rire de tout, de Dieu, des riches, des vieux, des cathos, des homos, des arabes, des belges, de soi, de soi-même. Il y a un chapitre où je dis est-ce qu'on peut rire de moi? Je dis non. Là, il y a des limites.
C'est comme rire des chauves, j'aime pas tellement. Non, mais je plaisante, évidemment. Je plaisante. Évidemment, enfin, voilà, je pensais jusqu'au 6 janvier qu'on pouvait rire de tout. Je continue à le penser. Mais Pierre Desproges a dit, on peut rire de tout, oui, mais pas avec tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous, avec vos amis, quand vous passez une soirée ensemble, il vous arrive de dire des choses énormes, des choses que vous ne diriez pas à la télévision, parce qu'on déconne, parce que voilà. Mais on est ensemble. On n'est pas devant une caméra. On n'est pas devant un micro. On est entre nous, en confiance, et on peut dire, oui, on peut rire de tout, évidemment. Dès qu'on le fait devant une caméra, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qu'on ne connaît pas, ou à un large public, on a une responsabilité. Et là, chacun gère sa propre sensibilité des choses. Certains sont dans la violence du dessin, en disant « moi, j'ai le droit de rire de tout, parce que la loi de mon pays m'autorise à rire de tout ». C'était... Est-ce qu'on peut rire des religions? Oui, bien sûr, je pense. Le rire, vous savez, n'est pas qu'une insulte. Le rire est aussi quelque chose de... comment dire, c'est un échange aussi. Le rire, c'est aussi l'expression d'un bonheur. Parce que fait... Le premier signe qu'un bébé fait à sa maman, c'est qu'il rit quand il est content, qu'il la voit. Le rire, c'est l'expression du bonheur et de la joie. Et donc, je pense que arriver à rire, alors c'est plus facile avec certains qu'avec d'autres, et c'est pas forcément facile de rire avec quelqu'un qui est très religieux et qui estime que oui, mais certains disent que ce ne sont pas ces gens qui doivent faire la loi. Donc, moi, je pense une chose, c'est que, mais tout le monde à travers la planète n'est pas de cet avis, moi je pense que la loi des hommes, nos lois des États doivent être les lois les plus importantes. Et certains religieux pensent que c'est la loi divine qui est au-dessus de tout. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Parce que la loi divine est quand même une invention des hommes. Je veux dire, même le Coran, dont on dit qu'il a été dicté, c'est quand même des hommes qui l'ont écrit. La loi des hommes a été mise au point, siècle après siècle, dans un souci de faire le mieux possible pour tout le monde. Les pays occidentaux ont écrit une charte universelle des droits de l'homme qui me semble est très juste dans ses fondements, c'est-à-dire qu'elle permet à chacun de vivre selon ses convictions, en liberté, en paix, etc. J'aime l'idée de la laïcité qui dit l'État n'a pas de religion, mais elle permet à chacun de pratiquer sa religion. Pour moi, c'est la plus grande liberté qu'on puisse donner. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément... j'ai pas les mêmes idées que vous, ou que madame, ou que monsieur, etc. Mais, parce que nous sommes des êtres humains, nous nous autorisons à croire, l'un à Bouddha, l'autre à Allah, le troisième à Dieu, le Dieu vivre ensemble. Et de vivre ensemble. En paix, en sécurité. Ce n'est pas... La religion est quelque chose d'intime. Et je pense qu'elle ne doit pas venir au-dessus. Je ne pense pas, moi je suis certain, pour moi je suis certain, mais je suis prêt à en parler avec tout le monde, qu'elle ne doit pas venir après la loi dite non, mais divine. En tout cas, la religion divine, comme vous dites, a été interprétée par les hommes, parfois de manière très meurtrière. Oui. Et toute religion confondue. Hein. On va voir peut-être une bande-annonce promo de votre livre « Le chat passe à table », de votre album « Le chat passe à table ». Peut-être un petit extrait. Si vous voulez, oui. Bon, on va tout reprendre depuis le début. Oh. C'est pas toi sur la photo? Si. Qu'est-ce que tu foutais dans cette librairie? Je vous l'ai dit, la promo de mon bouquin. Donc c'est bien toi, le gros, qui fait des blagues de mauvais goût. Mais ça dépend des goûts. Et tu trouves qu'on peut rire de tout? Par exemple, l'attaché de presse, juif et myopathe. Tu trouves ça marrant? Mais justement, il est homosexuel. C'est ça qui est drôle. T'as pas honte de rire de trucs pareils? Mais il y en a aussi dans la police, non? Un clown musulman qui va à la mosquée. Tu trouves que c'est le moment, abruti? Oh. Et ce catholique qui abandonne son chien? Ouais, vous avez pas vu la gueule du chien? Y a vraiment rien de sacré pour toi. Je l'avoue, je respecte rien. Eh ben, tu vois quand tu fais un effort. Ah, je respecte rien, sauf mes lecteurs. Le chat passe à table. Gueuluc au sommet de sa forme, dans un coffret richement garni à un prix dérisoire. 17,95 €, c'est quand même pas cher pour 2 albums et une gazette. Justement, c'est ça qui est louche.
Moins cher, ce serait du vol. C'était en quelle année, ça? Oh, ben c'était il y a quelques mois. Le livre est sorti au mois d'octobre. C'est toujours d'actualité. Et le musulman qui va à la mosquée, tu trouves que c'est le moment abruti? Oui. Ben voilà, parce que dans mes livres du chat, ce que j'essaye, c'est de faire, de servir équitablement tout le monde. Ben oui, parce que vous avez sorti aussi un album, La Bible selon le chat. La Bible selon le chat. Pardon, la Bible. La Bible selon le chat. Ben On va voir la cover aussi. Non, mais revenons un instant sur ça. Effectivement, dans la bande-annonce, il y a le juif, l'attaché de presse juif et myopathe, il y a le musulman qui va à la mosquée et le catholique qui abandonne son chien. Donc je veux dire, voilà, il n'y a pas... Mais vous savez... Vous ne faites pas de distinction? Non, tout le monde passe à table. Il y a pas le chat, il sert tout le monde. Hein. Mais non, mais je pense, sans être offensant, je pense qu'il est important d'essayer de rire de tous les sujets, même les plus graves. Vous savez, parce que sinon, si on commence à mettre une limite là, on se dit, mais alors on ne peut plus rire de rien. On ne peut plus rire d'un type qui attrape un rhume, qui attrape la grippe. Ah oui, parce que ma grand-mère est morte de la grippe, donc on ne peut plus rire de la grippe. Si on met des trucs. Donc je pense qu'il faut arriver à rire ensemble de tous les sujets, même des sujets graves. Je pense que les religions doivent avoir assez d'ouverture d'esprit pour permettre qu'on rit d'elles aussi. Et c'est drôle parce que la seule... j'ai toujours dit depuis très longtemps, si vous relisez toutes mes interviews, j'essaye de ne pas blesser des gens sincères et qui sont en faiblesse ou qui sont des gens moins forts que moi. J'essaye de ne pas être blessant. On va voir un dessin tiré de votre album, La Bible selon le chat. Vous allez le commenter pour nous. Voilà, alors ça c'est bon. La Bible, je ne sais pas si vous la connaissez bien par cœur, elle raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours, etc. Donc, c'est la même chose dans le Coran. Voilà, donc j'ai imaginé que c'est le chat qui joue le rôle de Dieu. Et donc il raconte comment il a fait. Là, il crée les marées, il dit je vais créer les marées hautes, les marées basses, et puis on va mettre des pédalos et on va bien s'amuser, etc. Donc c'est une version humoristique de la Bible que j'ai même, figurez-vous que je l'ai envoyé au pape avec une petite dédicace, et j'ai reçu une lettre de remerciement. Donc ça les a fait sourire. Quel pape déjà? Le pape, le nouveau, là, le François Ier. D'accord. François Ier. Oui, pas le précédent, il aurait peut-être moins aimé. Mais voilà, ça a été... Et beaucoup de gens, beaucoup de journalistes m'ont demandé, quand j'ai sorti ce livre, ils m'ont dit, est-ce que vous allez faire un Coran selon le chat? Alors déjà, et là, j'ai dit non. Parce alors que, justement, pourquoi cette question? Pourquoi tout de suite on vous oppose l'islam ou quelque chose sur l'islam? C'est le réflexe de tous les journalistes. On vous dit, on fait un truc sur la Bible. Oui, mais est-ce que vous avez fait le Coran? Je dis un truc sur les juifs. Oui, mais est-ce que vous avez fait les catholiques et les... Alors, moi, je leur ai toujours répondu la même chose. J'ai dit, la Bible, c'est le livre de la religion catholique, qui est la religion de mon pays, de mes ancêtres, etc. C'est ma culture. Et donc, si je ris de ma culture, je ris de moi. Et rire de moi, c'est quand même un droit qu'on ne peut pas m'enlever. Et je dis, je ne ferai jamais le Coran selon le chat, parce que ça n'aurait pas de sens. Je ne connais pas, je ne suis pas de cette culture-là. Et je pense que si un jour un dessinateur de culture musulmane voulait le faire, ce serait peut-être son rôle à lui. Il prendrait des risques tout son veut, parce que les énervés, il y en a partout. Mais ce n'est en tout cas pas mon rôle à moi. Je trouverais que j'empiéterais sur la culture des autres et que j'ai rien à faire là. Alors peut-être pour revenir sur le dernier dessin, beaucoup de gens trouvent ça naturellement drôle, avec beaucoup d'humour, etc. Que répondez-vous à certains, peut-être qui vous diraient, mais Monsieur Khailu, comment osez-vous représenter Dieu par un chat? Parce que dans la religion chrétienne, il n'y a pas cet interdit. Dieu, le Dieu des chrétiens, a toujours été représenté. D'ailleurs, le prophète a été représenté dans l'art islamique d'avant le wahhabisme. Il est représenté sur des tas de peintures et d'enluminures. Et puis à un moment, les règles ont changé. Bon, ça c'est autre chose. Et des musulmans m'ont dit aussi qu'à l'époque, quand le prophète lui-même s'est fait insulter ou caricaturer, il a dit n'écoutons même pas. On est plus fort que ça. On n'a pas besoin même de se retourner sur ces insultes-là. Ça, c'est sage. Évidemment, on ne peut jamais tuer pour une raison pareille. Il faut ignorer. Moi c'est ça. Si on me
ou bien je sens que je peux discuter avec quelqu'un, mais si je sens que je ne peux pas discuter, j'ignore. Et donc, pardon, juste sur la représentation du chat, parce que Dieu, le Dieu des chrétiens, il faut faire attention à ce qu'on dit, le Dieu des chrétiens a toujours été représenté. Les peintures religieuses, les plafonds de la chapelle Sixtine à Rome, enfin voilà, on le représentait, c'était un grand barbu. Voilà, c'est un fait culturel chez vous. C'est un fait culturel, donc chez moi, ça ne pose pas de problème. Pour la religion chrétienne, il n'y a pas de tabou à représenter Dieu sous la forme d'un chat, sous la forme de n'importe quoi. Voilà. Frédéric, vous êtes bruxellois, vous êtes né à Bruxelles, vous connaissez très bien Bruxelles. Vous avez vu la transformation sociologique, culturelle de Bruxelles? Bien sûr. L'arrivée de nouvelles communautés, nouvelles populations d'origine étrangère, maghrébine, musulmane. Ah oui, on a fêté l'année dernière les 50 ans du début de l'arrivée des Marocains. Avec ce qui se passe aujourd'hui à Paris, à Verviers, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un climat qui pèse très lourd sur la communauté musulmane ici en Belgique? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut du dialogue et du respect. Et c'est pour ça que, je veux dire, moi personnellement, j'ai un grand attachement à la communauté marocaine particulièrement, parce que je l'ai vécu, j'ai 60 ans. Donc elle a commencé, l'immigration a commencé il y a 50 ans, et donc j'ai vu arriver les premiers, et j'ai rencontré des gens magnifiques qui sont restés à travers le temps des amis pour certains, et je trouvais au départ que cette rencontre de deux cultures était formidable, parce qu'elle était, je veux dire, voilà, on aurait pu faire des choses, on va les faire d'ailleurs, des choses ensemble, mais je trouve que ça a été géré très mal. Mais je voudrais honnêtement remercier aussi la communauté marocaine d'être venue en Belgique pour aider la Belgique à se développer économiquement. Parce que si nous avons demandé à des immigrés, d'abord dans les pays de l'Est, puis en Italie, puis en Espagne, puis au Portugal, et puis au Maroc de venir chez nous, c'est parce que nous avons besoin d'eux, il ne faut jamais l'oublier. Et ce sont des gens qui se sont déracinés de leur pays et parfois de leur famille pour venir travailler ici. Et ce que j'aime entendre aussi, c'est dans l'autre sens, des gens issus de l'immigration qui disent merci à la Belgique de nous avoir permis de nourrir notre famille, de parfois envoyer de l'argent à ceux qui sont restés au pays, d'avoir permis d'éduquer nos enfants. J'aime ce discours-là aussi. Et je trouve que si on faisait un petit peu plus attention les uns aux autres, ça irait beaucoup mieux. Je pense que si socialement, parce que on parle de la tension religieuse ou communautaire, mais avant tout, il y a un problème social. Et vous savez, c'est toujours... Il y a Bertolt Brecht qui disait les pauvres, les petites gens, doivent toujours bien vérifier l'addition, parce que c'est toujours eux qui la payent à la fin. Et je pense que les petites gens de Belgique, d'origine étrangère, etc., sont d'abord unis parce qu'ils sont socialement bafoués. Et je pense que nous devons, moi je milite pour ça depuis des années, nous devons construire une société avec plus de justesse, de justice, de dialogue, d'enseignement. Vous parliez de pédagogie, d'apprendre à vivre ensemble, de montrer l'importance de l'échange, du dialogue et de l'écoute de l'autre, au lieu de dire vous, on vous met dans tel quartier, vous là aussi, vous n'avez pas accès à ça, etc. C'est un petit peu ce qui s'est fait au fil des années, et c'est très triste. Philippe Kriluc, on va terminer sur une note positive. Oui. J'ai entendu que vous projetez peut-être ouvrir, je ne sais pas si c'est bientôt ou à moyen terme, un musée du chat à Bruxelles. Oui, alors c'est un projet que j'avais lancé il y a 3 ans. Les politiques avaient trouvé ça très bien, mais vous savez, les politiques ont d'autres priorités. Donc c'était resté un peu dans un tiroir, ça n'a pas avancé. Et puis je dis, ça se fera jamais. Je connais trop la Belgique et comme... Enfin, on ne va pas partir sur les... vous savez, il y a une expression à Bruxelles, on dit si tu expliques la politique belge à un Français et qu'il comprend, c'est que tu as mal expliqué. Donc, on ne revient pas là-dessus. Mais donc, le projet a été un petit peu laissé de côté. Du coup, il y a des Français qui m'ont dit dans le sud de la France, si Bruxelles ne veut pas le faire, venez le faire chez nous, à côté de Marseille. C'est quand même grave. Ah oui, et j'en ai parlé dans une émission à la télévision française. Et là, les politiques belges ont entendu ça, ils se sont dit non, il faut que ça se fasse à Bruxelles. Donc ils m'ont appelé, on s'est vu, on réfléchit. Moi, je demande de trouver un beau bâtiment
dans le centre de Bruxelles, près de la Grand Place si possible. Et si eux peuvent me fournir ce bâtiment, moi je m'engage à trouver tous les capitaux pour ouvrir le musée, pour le construire, pour le concevoir et pour le faire fonctionner. Je vais créer 30 emplois. Et ça peut être quelque chose de magnifique, qui ne serait pas ouvert avant 2 ou 3 ans. Donc il faut, voilà, maintenant il faut faire avancer le dossier, mais je suis encore, voilà, j'aurai 63 ans, ça va, je serai encore Dernière question, Philippe Kriluc. Bien sûr, on vous souhaite beaucoup de succès pour ce projet. Dernière question, est-ce que vous avez des relations en tant que dessinateur avec d'autres dessinateurs d'origine arabo-musulmane dans leur pays d'origine? Bien sûr, j'en connais plusieurs. Des caricaturistes surtout, hein, parce que c'est quelque chose qui est encore et vous savez que peu développé dans ces pays. Il y en a pas mal. Hein, en tout cas, la liberté n'est pas totalement... Voilà. Et j'ai souvent rendu hommage à et mon collègue Kroll le fait aussi, à ces dessinateurs qui travaillent dans des pays à régime soit totalitaire, soit religieux, et qui font un métier dangereux. Eux le savent, et eux doivent parfois vivre cachés. Vous vous rappelez les années de plomb en Algérie, où combien d'intellectuels, de journalistes, d'écrivains, de caricaturistes se sont fait assassiner avant les gars de Charlie Hebdo. Ceux qui ont survécu sont là, je suis très admiratif de leur travail, de leur courage, parce que dans un pays démocratique où il y a la liberté d'expression, c'est un métier assez sympa, assez décontracté. Dans certains pays, c'est vraiment courageux, mais depuis le 7 janvier, les choses ont un petit peu changé. Même chez nous. Et même chez nous, il faut faire attention. Très bien. Philippe Kriluc, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs. Quant à moi, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.